Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles, et notamment la racine des normes que l'on considère aller de soi. Je veux questionner les valeurs de notre société et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux, et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour Frédéric Mathis. Bonjour. Et bienvenue sur Oser. Merci. Alors Frédéric, je suis très heureux de te recevoir dans le podcast pour parler de toi et de ton activité, et notamment du réseau d'écoles Être que tu as lancé. Peut-être que pour commencer, tu pourrais déjà nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, et puis après on rentrera un peu plus dans le détail de ton activité, ce que tu fais, comment ça fonctionne, etc. Je te laisse la Ouais. parole. Eh bien, voilà, moi je suis Frédéric, donc j'ai 40 ans, tout pile, et je suis co-directeur d'une association que j'ai fondée en 2004 qui s'appelle 3PA, et accessoirement, je suis président d'une fondation, rien de moins, qui est la fondation Être, les écoles de la transition écologique. Génial. Très bref, très succinct, mais très clair. Peut-être que tu veux nous en dire plus, du coup, peut-être sur l'association 3PA et la Fondation Être. Oui, oui, oui. Ben alors, du coup, moi j'ai créé 3PA en 2004, donc j'étais relativement jeune à l'époque, et rapidement, en fait, l'idée de 3PA, donc 3PA déjà, ça veut dire penser, parler, partager, agir. Donc c'est tout un programme, hein. L'idée, c'était de dire que sur les questions de transition écologique, on pense beaucoup, on parle de plus en plus, mais des fois, on agit peu, ou en tout cas, on aimerait qu'on agisse beaucoup plus. Et l'idée, donc, ça a été de créer une structure autour de l'éducation et de la formation à la transition écologique, parce que ces thématiques, en fait, arrivaient de plus en plus dans le débat public, hein. On commence à en entendre parler à la radio, à la télé, sur les réseaux, etc. Et très rapidement, en fait, on a créé donc ça en 2004, et dès 2005, en fait, l'idée, ça a été de dire que un certain public, et notamment les jeunes des quartiers politiques de la ville de Toulouse, puisque je suis moi originaire de la région toulousaine, j'en parlerai parce que c'est important dans mon parcours, et notamment la campagne. L'idée, c'était de dire, ces jeunes-là, en fait, ils passent complètement à côté de la thématique de la transition écologique. On ne va pas les impliquer dans ce débat. On ne veut pas savoir effectivement ce qu'ils pensent de tout ça. Et du coup, et pourtant, ce sont les personnes, les personnes les plus fragiles en général, mais notamment les jeunes de ces quartiers qui vont être peut-être le plus impactés par les questions de transition écologique et de changement climatique plus généralement. Et du coup, l'idée, ça a été de dire comment on fait pour les impliquer finalement dans ces questions-là. Et donc, au départ, moi, jeune éducateur à l'environnement, je suis parti dans les quartiers, hein, les quartiers de Toulouse, notamment en lien avec les clubs de prévention, les maisons d'enfants à caractère social, pour aller parler de ces thématiques. Donc, j'allais au pied des immeubles avec ma petite mallette pédagogique pour parler de ces sujets. Et en fait, le retour n'a pas été hyper négatif, mais les jeunes me disaient tes questions de fin du monde, c'est intéressant, mais nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est plutôt les questions de qu'est-ce qu'on va faire pour travailler, pour manger. Et donc, c'est plutôt des questions de fin du mois qui nous intéressent. Et moi-même, je suis originaire, donc comme je disais, dans mon parcours, c'est très important, d'un petit village à 40 km de Toulouse qui s'appelle Poucharamé. Sans aucune, enfin voilà, avec tout le respect que j'ai pour les autres villages, je pense que c'est le plus beau village du monde, mais bon, voilà. Et du coup, l'idée, ça a été de dire, plutôt que moi d'aller dans les quartiers, je vais les accompagner avec moi, et on va aller dans mon village d'enfance.
et on va pratiquer en fait la transition écologique, on va concrètement mettre les mains dans la terre. Et ce qui s'est passé, c'est que, ben, en plus d'être dans un, voilà, de sortir un peu du cadre classique de leur quotidien, et bien le fait d'être en action, pour reprendre le nom de l'asso 3PA, en plus de ça, et ben, du coup, il se posait pas mal de questions, c'était des temps d'échange, etc., etc. Et ce qui s'est passé très rapidement sur les groupes de 10-15 jeunes qu'on avait à chaque fois, il y avait toujours 4, 5 ou plus, enfin en tout cas voilà, autour de ça, qui disaient mais en fait moi on m'a jamais parlé de ces métiers-là, les métiers du fer, les métiers manuels, les métiers qui ont du sens, métiers de la transition, et ben, on aimerait bien voilà, on aimerait bien découvrir un peu ça, se former là-dedans, peut-être travailler un jour dans ces métiers-là. Et dans un premier temps, ben, j'ai fait ce que je pouvais faire à ce moment-là, donc être plutôt conseiller d'orientation, donc d'orienter les jeunes vers des lycées pro, des CFA, etc. Et des compagnons. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'au bout de 3 semaines, 6 mois, un an, les jeunes revenaient me voir et me disaient, mais en fait, j'y arrive pas, c'est une école, on se retrouve dans une classe, c'est ce que j'ai quitté, ça me plaît pas, les valeurs de la transition écologique telles que tu les abordais, elles sont pas abordées là. Quand on est une fille dans les métiers manuels et dans les formations manuelles, on se retrouve toute seule au milieu de 15 gars. Et donc tout ça faisait que ben, ils revenaient me voir en me disant ben, voilà, la solution que tu nous as proposée, elle est pas idéale, elle ne convient pas. Et donc petit à petit, ben, ce que je me suis dit, c'est comment on fait, ben, on va finalement nous-mêmes mettre les mains dans la terre et dans le cambouis, et on va créer des formations en fait ad hoc pour répondre à ces envies, à ces besoins. Et, euh, et je vais faire assez rapide hein, sur l'historique, mais en tout cas, on a créé des formations de plus en plus longues jusqu'en 2015, avoir une formation qui était une formation diplômante. Donc, on avait vraiment tout le parcours de formation, de la découverte de ces métiers, jusqu'à la formation diplômante avec à l'époque un CAP, maintenant qui est un titre pro, mais peu importe, autour de la menuiserie spécialisée en économie circulaire. Ça a été le premier déclic, c'est qu'on avait vraiment tout un parcours de formation qui allait de la découverte de ces métiers, dont on parle peu finalement dans le circuit traditionnel, jusqu'au diplôme qui permettait l'insertion professionnelle. Et, et du coup, le deuxième déclic, ça a été une jeune en 2015 qui est venue me voir et qui m'a dit, mais en fait, Fred, ce que vous avez créé, c'est une sorte d'école pour les jeunes qui n'aiment pas l'école. Et moi-même, depuis que j'ai 9-10 ans, puisque j'ai eu la chance d'être dans une école dite, maintenant on dit les écoles alternatives, c'était une école d'éducation nouvelle, je m'étais dit avec un copain d'enfance qu'un jour on créerait une école, c'était un peu notre objectif de vie. Et donc tout ça mélangé, là, ces trois déclics, plus d'autres, mais en tout cas, et plus des rencontres, ont fait qu'en 2017, on a lancé cette première école de la transition écologique, qu'on a appelée école de la transition écologique, école parce que ben, voilà, il y avait cette notion d'école pour les jeunes qui arrivent pas ou qui trouvent pas leur place à l'école traditionnelle, et aussi parce que le petit nom des écoles de la transition écologique, c'est être, puisque j'ai parlé des questions de fin du monde, de fin du mois, et puis en plus de cette question de fin du mois, on rajoute la question de fin du mois, mais sans le S, puisqu'on travaille aussi sur la place de l'individu et le sens en fait qu'on peut avoir dans son travail, dans son rôle dans la société, qui prend encore plus de sens aujourd'hui avec les thématiques, enfin avec les crises qu'on traverse, de trouver sa place concrète dans la société. Et donc voilà, on a lancé en 2017 cette première école de la transition. Donc il y a un projet finalement de l'association 3PA, puisque 3PA ça existe encore, hein, c'est une structure qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres projets, dont on pourra parler si tu veux. Mais suite à cette inauguration en 2017, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu des appels d'un peu partout en France, puisqu'on a eu une couverture médiatique bon, à la hauteur évidemment de la taille de notre projet, mais en tout cas, voilà, on est passé sur les radios, etc. Et on a reçu des appels d'un peu partout en France, de parents, de grands-parents, de jeunes, de collectivités, d'associations qui nous disaient, mais en fait, c'est super votre école, mais bon, c'est très sympathique votre village, mais ça reste que c'est très loin quand même de chez nous, et ce serait bien d'essayer de nous accompagner pour créer une école similaire sur notre territoire, et ce qu'on a fait depuis 2019 maintenant. D'accord. Et si on rembobine un tout petit peu, moi, j'ai d'abord une question qui est liée un peu à la genèse. Comment est-ce que tu t'es intéressé en fait à ces jeunes déscolarisés ou en tout cas enfin, de milieux très éloignés de Mm. la transition écologique? Mm. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas?
En fait, moi, j'ai 2 diplômes dans mon cursus, hein. J'ai un premier diplôme de gestion de projet informatique, un master. Bon, c'était plus pour faire plaisir à mon père que par réelle conviction pour l'informatique. D'ailleurs, je suis pas toujours très bon. Mais ça m'a quand même appris la gestion de projet. Donc voilà, ça c'était un sujet intéressant. Et le deuxième diplôme, c'est un master en sciences de l'éducation. Parce que comme je le disais, en fait, de par mon parcours de vie finalement, je suis assez passionné par l'éducation. Et c'est mêlé à ça, en fait, un intérêt très très ancien pour la politique. Alors pas dans des partis, mais plutôt dans la question de l'engagement politique. Et, pour la petite anecdote, à 14 ans, je crée mon premier parti politique avec les copains qui s'appelait Penser, parler, agir, justement. Donc on a rajouté le partagé quand on a dû créer l'association. Mais du coup, il y avait cette notion d'engagement. Et à côté de ça, en 2003, j'ai créé avec un ami en fait un service dans un foyer de jeunes, une maison d'enfants à caractère social. Un service en fait qui était l'idée de faire de l'accompagnement au savoir, avec l'idée d'être dans un accompagnement collectif plutôt que l'accompagnement individuel qui est beaucoup fait par les éducateurs spécialisés. Et, du coup, le fait est que, pour tout dire, dans cet accompagnement, un jour, on allait sur un chantier de construction en terre. Et ça a été le déclic, en fait. Voilà, ça mêlait, en fait, ces questions d'écologie, globalement, mêlaient, en fait, toutes mes réflexions politiques, puisque, finalement, ça catalyse, en fait, la question d'écologie, toutes les problématiques, qu'elles soient internes, externes, les problématiques mondiales et globales, hein, comme les problématiques locales sur l'autonomie, etc. Et donc j'avais trouvé un peu mon, voilà, mon envie de m'engager dans ces questions écologiques, avec ce constat de dire que ces jeunes-là n'étaient pas forcément impliqués. Et donc voilà, de trouver des manières, en fait, des méthodes pour pouvoir les impliquer, parce que le pari, c'est de dire que l'écologie représente, alors on parle de transition aujourd'hui, mais voilà, un autre, on espère, modèle de société, et que le pari que j'avais fait à cette époque-là, c'était de dire que ces jeunes qui étaient un peu en marge du système actuel et dominant, ils pouvaient peut-être être les ambassadeurs de ce nouveau modèle ou de ce nouveau monde, puisqu'ils voilà, ils connaissent l'économie de la débrouille, ils connaissent toutes les limites du système aussi, donc c'était un peu le pari. Ok, mais génial. Euh, Avant de rentrer plus en détail sur l'école aide, comment ça fonctionne, est-ce que tu peux peut-être juste nous réexpliquer la différence entre 3PA et être et du coup les activités peut-être de 3PA parce que tu parlais Ouais, de différentes formations que vous avez développées au fil des tout années à fait, ouais. et du coup en quoi être se différencie? Mm. Alors absolument, en fait, ce que je disais, 3PA préexiste, donc on a créé cette association en 2004, et Être finalement est un des projets 3PA. Moi je l'ai toujours vu comme une espèce incubateur de projets, puisqu'on a beaucoup de projets dans 3PA, et que finalement quand les projets sont mûrs, on leur laisse un petit peu la possibilité de vivre par ailleurs et d'essaimer en fait ce projet à l'extérieur et de se développer. Et du coup, Être est un des projets de 3PA. En fait, aujourd'hui, 3PA, c'est une association donc, qui est basée alors plus à Poucharmé, mais à La Hage, qui est un petit village juste à côté, voilà, tout au bord du Gers, à 45 km de Toulouse, qui est un village encore plus petit que Poucharmé, puisqu'il y a 200 habitants, dont 70 résidents d'un foyer de personnes handicapées, donc c'est vraiment un tout petit village. Mais dans ce foyer, en fait, on a récupéré des anciens locaux qui étaient plus utilisés. Ce sont des locaux qui font 3500 mètres carrés de bâtis et 4 hectares de terre autour. Et donc, c'est un immense terrain de jeu pour l'incubateur qu'on est justement depuis presque 20 ans maintenant. Et donc dans 3PA, en gros, on a deux branches d'activité. Donc nous, l'idée, alors voilà, de manière un peu concrète, je disais incubateur, de manière pompeuse, on dit espace de construction sociétale. Alors c'est voilà, pour faire les grands mots. Et du coup, dans 3PA, on a deux branches d'activité. En fait, on a une branche qu'on a appelé l'humain au cœur des transitions, avec trois projets qui sont donc l'école de la transition écologique, hein, qui est un des projets donc,
qui est l'école de la transition écologique de la Hage, donc qui est sur la région toulousaine, donc qui est de la formation plutôt de jeunes en difficulté au sens large, on va dire, aux métiers et compétences de la transition écologique. On a aussi un projet qui s'appelle Éveil, qui est sur la sensibilisation en fait plutôt des enfants, là, des enfants et des jeunes, toujours sur ces questions de transition écologique et toujours dans la pratique. Et enfin, on a un troisième projet qui s'appelle FAIR, là, qui est un chantier d'insertion. Et voilà, sur 2 thématiques qui sont le bâtiment et la cuisine. Donc ça, c'est notre première branche d'activité. On a une deuxième branche d'activité qui est la transition au service des territoires, puisqu'on a, voilà, comme je le disais au tout début, on a une forte velléité à développer des projets plutôt en milieu rural. Alors, nous, on est très concrètement dans ce qu'on appelle le milieu périurbain. Alors moi, je préfère le terme de périrural, puisqu'on est plutôt voilà, on est à l'orée du rural plutôt qu'à l'orée de l'urbain. Mais bon, peu importe dans quel sens on le prend. Et dans ce côté territoire, en fait, on anime depuis 2008 un café culturel qui s'appelle La Maison de la Terre, qui est un café culturel associatif aussi, évidemment, qui organise une centaine d'événements par an, qui a plus de 8000 spectateurs par an, qui fait voilà, 200 cachets d'artistes, et avec cette idée aussi d'apporter, développer la culture en milieu rural. On a ensuite, comme je disais, un très grand lieu, finalement, 3500 mètres carrés, et on s'est dit, quand on est arrivé là-bas il y a 4 ans, on va pas pouvoir forcément habiter tout cet espace, donc plutôt que s'étendre et mettre le désordre un peu partout, ben on va accueillir aussi d'autres structures pour créer, alors ça c'est encore un mot valise, un mot hyper à la mode, un écosystème, voilà, en accueillant des structures, des entreprises, des associations autour de la transition écologique et l'économie circulaire. On a aujourd'hui une dizaine de structures qui sont dans ce lieu et qui du coup bon, écosystème, c'est complètement galvaudé, mais en tout cas, il y a beaucoup d'interactions, c'est-à-dire qu'on a ces entreprises qui accueillent des jeunes en stage, avec qui on fait des opérations communes, voilà, donc pas mal de projets. Et voilà, et puis après, on a une action qui est plutôt de l'accompagnement et du travail avec des collectivités, notamment, sur ces questions de transition pour essayer que les discours coïncident avec les actes. Mais ça fait beaucoup d'activités tout ça. Ouais. Tu dois pas t'ennuyer. Non, non, on s'ennuie pas. Alors bon, il y a une équipe maintenant à 3PA, on est quand même 18 salariés, donc Ok. c'est pas rien. Et après, on a une dizaine de travailleurs, enfin de salariés en insertion, donc ça fait une équipe quand même de quasiment une trentaine de personnes, plus les services civiques, plus les stagiaires, mais voilà. Et le choix qu'on a fait il y a 1 an maintenant, c'est de séparer en fait notre activité réseau des écoles de la transition, puisque, D'accord. comme je disais, 3PA, un projet très très ancré localement, et évidemment les écoles de la transition, un projet national, voire européen, on pourra en reparler, mais en tout cas voilà, qui est un projet de diffusion et d'essaimage, et du coup on a séparé cette structure, donc qui est en gros une association combinée avec une fondation, et qui du coup pilote en fait cet essaimage. Voilà, en gros 3PA a conçu un projet, a mis 10 ans à le concevoir, et a confié en fait ce bébé, on va dire, en tout cas cette conception, à un réseau national qui peut aujourd'hui l'essaimer un petit peu partout sur le territoire. Super. Alors, si on parle un petit peu plus de être maintenant, justement, est-ce que tu peux nous dire déjà quelles sont les activités, en fait, l'école concrètement, elle fait quoi, elle enseigne quoi, c'est quoi les formations, Mm. c'est qui les jeunes qui viennent, ils sont combien, c'est par promo, les réseaux, ils sont où? Bon, voilà, Ouais, ouais, toutes ouais. ces questions d'un coup. Tout à fait. Bon, on va essayer de tout dire, en tout cas, voilà. Donc être les écoles de la transition écologique, en fait, ça s'adresse principalement et particulièrement aux jeunes, donc comme je le disais, hein. C'est dans le public, c'est 80%, c'est des jeunes donc qui ont 16 à 25 ans, qui Ok. sont des jeunes, alors on essaie d'éviter maintenant le terme en difficulté parce que des difficultés, je crois que en plus avec ce qu'on traverse, on en vit tous. Et donc il y a des crises de sens, il y a des questions voilà, de situations de handicap, des situations d'échec scolaire. Enfin, il y a tout un tas de situations qui sont vécues par les jeunes aujourd'hui qui remettent en question un petit peu leur parcours de vie, leur parcours professionnel. Donc ça, c'est 80% de notre public. On a 20% aussi qui sont d'autres publics, c'est-à-dire on va travailler avec des gens
Là, depuis 2 ans, on a beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle, hein. Alors nous, région toulousaine, ingénieur Airbus, voilà, qui pète les plombs à faire du télétravail et qui a envie de trouver un peu de sens et de concret dans son truc. Donc dans ces 20%, il y a ces gens-là qui sont en reconversion pro. On a des gens qui travaillent beaucoup avec des associations qui travaillent avec des réfugiés notamment. Enfin voilà, on a tout un tas d'autres publics parce que l'idée, et ça c'est un sujet qui est assez difficile à porter, notamment avec certains de nos partenaires publics, qui est, nous on mise énormément sur la mixité des publics pour créer de la richesse justement dans les formations et de la dynamique. Donc ça c'est le premier sujet, c'est le public. Le deuxième, c'est sur les méthodes pédagogiques. Donc nous on est des écoles où il n'y a pas concrètement il n'y a pas de classe, c'est-à-dire que tout ce qui est apport théorique, on va dire, se fait par le pratique. Donc c'est le pratique au service de la théorie quelque part. Et donc on a, comme je disais, concrètement les mains dans la terre et on va causer un peu de l'aspect technique, de l'aspect théorique de ces sujets. Et on est sur des petits groupes, donc les formations sont entre 8 et 12 jeunes, pour qu'il y ait une dynamique collective, enfin jeunes, du coup moins jeunes, hein, voilà, 8 ou 10 apprenants. Voilà, donc il y a une dynamique collective, mais quand même un suivi, un accompagnement individualisé, puisqu'il y a quand même aussi tout un travail sur le projet de vie, le projet pro, etc. Et puis voilà, donc après un fort lien aussi avec le tissu d'entreprise locale pour qu'il y ait du lien évidemment sur l'aspect ensuite insertion professionnelle, puisqu'il y a aussi cet objectif dans nos parcours de formation. On a des formations qui sont de 3 types. Alors c'est un peu compliqué à expliquer parce que quand on parle d'école, souvent on se dit c'est un diplôme à la clé, c'est Oui. de la formation initiale, etc. Donc nous on est déjà des structures de formation continue, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont connu une rupture de parcours à un moment donné, donc ils sont plutôt déscolarisés, etc. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que nous le constat qu'on a fait, comme je disais, c'est qu'on parle peu de ces métiers. Donc du coup, il fallait créer quelque chose qui puisse permettre d'en parler, voilà. Et aussi des formations courtes et très dynamiques, parce qu'on a des jeunes qui vont avoir alors, un portrait robotype en essayant de pas caricaturer, mais des jeunes qui vont avoir 22 ans, qui ont quitté l'école à 16 ans, qui ont commencé à décrocher à 11-12 ans. Et donc ça fait une dizaine d'années qu'ils n'ont plus vraiment de perspective dans leurs apprentissages. Et donc on ne pouvait pas directement leur dire, vous allez passer 1 an pour passer un CAP, quoi. Mhm. Et donc, on a des formations qui sont très courtes, donc on appelle remobilisation, et qui vont durer là entre 1 et 2 mois. Voilà, qui sont des formations là où on est plutôt sur l'aspect savoir-être, hein, déjà se lever le matin, venir au rendez-vous, etc. Et puis pratiquer, comme je disais. On a un deuxième type de formation qu'on appelle des formations préqualifiantes. Donc là, c'est pareil, en fait, quand on s'est rendu compte que ces métiers, ces compétences de la transition, c'est pléthorique, hein, parce que bon, j'en ai pas parlé, mais bon, quand on parle de ça, on va parler alors selon la catégorie de Pôle emploi, c'est les métiers verts et verdissants, donc c'est les métiers qui sont directement, pour les métiers verts, liés à la protection, la surveillance, l'analyse, l'observation de la nature. Donc les métiers technicien rivière, technicien des eaux usées, garde forestier, etc. Et ensuite, on a tout le champ des métiers verdissants, donc qui sont tous les métiers qui ont évolué, les compétences ont évolué du fait de la prise en compte de la transition écologique. Donc les énergies renouvelables, l'agriculture bio, la rénovation énergétique, donc ce qui est là la grosse masse des métiers. Et donc quand on se retrouve devant toutes ces possibilités, il faut, enfin en tout cas nous on a jugé qu'il fallait un temps pour pouvoir s'y retrouver. Et donc on a mis en place ces formations préqualifiantes qui durent entre 3 et 6 mois. Et donc là on va encore une fois beaucoup pratiquer, mais aussi rencontrer des entreprises, en fait définir son projet professionnel. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans tout ça et dans quel secteur j'ai envie d'agir. Et enfin, on a des formations, donc des formations qualifiantes, là, qui donnent accès à une certification ou un diplôme, et qui sont là, en fait, des spécificités, des spécialités de chaque école, puisque selon le tissu local, selon les partenariats locaux qui ont été développés avec les entreprises, avec voilà, les savoir-faire locaux, etc., chaque école a un peu sa couleur métier. Donc ici, nous, à Toulouse, enfin à l'âge, on est plutôt sur les métiers du bois. À Paris, ils vont être plutôt sur les métiers des énergies renouvelables. À Marseille, on va être sur les métiers du mécanicien cycle. Enfin voilà, chaque école a un peu sa couleur métier, avec l'idée peut-être un jour de faire une espèce de compagnonnage où les jeunes pourraient aller de métier en métier.
Donc ça, c'est les 3 types de formation, hein, remobilisation, préqualification et qualification, donc qui font partie de chacune des écoles. Et en transversal un peu de tout ça, on a une notion forte, hein, parce que comme je l'ai dit, la raison première, c'est comment on permet à ces jeunes-là, enfin on accompagne plutôt ces jeunes-là à s'engager. Donc on a toute une notion, un accompagnement de l'engagement, avec voilà, beaucoup de boulot dans le cadre européen, d'échanges européens, de projets européens, etc. Donc avec l'idée aussi d'aller voir un peu ailleurs, de se rendre compte de ce qui se passe dans d'autres pays, et aussi de l'engagement avec tout ce qui est accompagnement au projet. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus aujourd'hui de jeunes qui nous disent, en fait, en plus de ne pas m'y retrouver à l'école, je ne m'y retrouve pas forcément dans les entreprises classique, donc j'ai envie de monter ma petite structure pour voilà, j'ai découvert une passion pour le milieu rural, j'ai envie de monter ma petite boutique ou mon petit artisanat, atelier d'artisanat, et donc voilà, donc on accompagne aussi sur tout ça. Voilà un peu les écoles être dans leur ensemble. Alors j'ai 10 000 questions qui me viennent à l'esprit. Je vais essayer de les prendre les unes après les autres. Pardon, la première, c'est déjà comment est-ce que les apprenants viennent à vous? Mm. Comment est-ce que... parce que j'imagine qu'effectivement, quand bah, tu n'as pas forcément de connaissance de la transition écologique ou que tu as décroché de l'école depuis une dizaine d'années, le moment où tu te dis bah, je vais me remobiliser pour apprendre un métier de la transition dans un milieu rural ou périrural, ça se fait pas comme ça. Enfin, Oui, tout à fait. Non, mais c'est une très bonne question parce qu'en plus, nous, quand j'ai lancé ça en 2000, autour de 2006-2007, de manière un peu plus franche et directe, tout le monde en fait que j'allais voir me disait mais ces métiers-là n'intéressent pas les jeunes. Donc en plus déjà d'avoir la problématique ou la difficulté pour aller chercher des jeunes, on avait aussi un filtre avant qui était celui des différents organismes qui les accompagnent en disant déjà on fait un premier filtre pour dire que de toute façon ça n'intéresse pas les jeunes. Donc effectivement c'est un point clé, l'aspect orientation de ces jeunes-là. Alors nous, on travaille avec un réseau de prescripteurs qu'on appelle, donc c'est des structures qui vont nous orienter des jeunes. Alors ça va de la mission locale jusqu'à la mission de lutte contre le décrochage scolaire, en passant par la protection judiciaire de la jeunesse, en passant par toutes les associations médico-sociales, et les mairies aussi, les assos de jeunesse. Enfin voilà, on a un réseau très très large, puisque comme je disais, on veut avoir des groupes très mixtes, que ça soit bon, évidemment sur la question de genre, mais aussi sur la question des parcours. Donc on a un réseau très large, hein, chaque école ça va être entre 70 et 80 prescripteurs, donc ce qui est assez énorme. ok, oui. Donc ça c'est une première chose, et puis de plus en plus, du fait aussi de l'historique, on a cette chance d'avoir de plus en plus de bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui les petits frères, pas encore les enfants, mais, mais en tout cas on a voilà, les petits frères, les copains, tout ça, et qui sont orientés en fait par les jeunes, et c'est les meilleurs prescripteurs finalement, puisque eux-mêmes ont vécu des parcours. Donc voilà, on s'appuie vraiment sur un réseau le plus large possible. Et voilà. Après, l'autre question qui est parfois posée, c'est celle des critères de sélection des jeunes, parce que ça se pose, hein. Et alors moi, pendant très longtemps, j'ai dit c'est la motivation. Donc c'est-à-dire un jeune motivé va pouvoir rentrer. Il y a pas évidemment de notion de diplôme, il n'y a pas de notion de prérequis, etc. Mais il y a une volonté, une motivation. Et en fait, j'ai arrêté de dire ça. J'ai arrêté de dire ça parce que nous, on a des jeunes qui arrivent chez nous. Voilà, encore une fois, quand je disais, quand ça fait 10 ans que t'as pas trouvé ta voie, que t'as trouvé aucun intérêt à tout ce qu'on t'a proposé, etc., ben, les jeunes qui arrivent chez nous, souvent, ils vont arriver pas forcément motivés, ils vont arriver par curiosité, ils vont arriver parce que un éducateur qui a déjà orienté des jeunes leur a dit, mais vas-y, essaye et tu verras, etc. Donc on n'est plus sur cette question de motivation. Et en plus, comme je disais, donc on a un milieu périrural, ou en milieu rural plutôt. Et du coup, pour arriver chez nous, c'est déjà j'allais dire une grosse galère, puisque voilà, pour certains jeunes, ils mettent plus une heure et demie tous les jours pour venir nous rejoindre. Donc, à partir du moment où ils sont là, en fait, je considère que même s'ils l'expriment pas, ils ont une motivation extrême. Parce que je suis pas sûr, moi, qu'à leur âge, j'aurais fait autant d'efforts pour aller rejoindre un lieu de formation. Donc voilà. Donc on n'a pas de critères aujourd'hui, si ce n'est que la volonté de venir y participer. Et,
Et après, voilà, le fait est que nous, comme l'adage le dit, on reconnaît le maçon au pied du mur. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Ben là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est les mains dans la terre qu'on va se révéler ou pas, hein. Moi, enfin, il y a des jeunes qui nous disent, moi, les métiers manuels, moi, monter sur un toit, moi, me salir les mains, ça me plaît pas, j'ai envie de faire autre chose. On n'est pas non plus catégorique, c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, on est dans un esprit il faut voir ces formations un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire que les formations remobilisation, elles sont très larges et très diverses jusqu'à arriver à la qualification qui est là un choix d'un métier spécifique. Mais du coup, l'idée c'est pas évidemment de plaire à tout le monde, mais de donner la possibilité, en tout cas, de s'y révéler si l'envie y est. Et non, c'est un bon point que tu abordais là, juste avant, puisque j'allais te demander si effectivement les apprenants étaient logés sur place ou non, puisque effectivement c'est pas forcément à côté. Et c'est vrai que rentrer chez soi le soir, ouais, Mm. Oui, dans oui, une, c'est une vraie question, hein. C'est-à-dire que nous, on a fait ce choix, encore une fois, d'être dans un lieu qui n'est pas forcément accessible. Alors, pour plein de raisons, hein, parce qu'il y a aussi le fait de la déconnexion, enfin, ça a tout un intérêt quand même très fort. On a beaucoup discuté de la question de logement. On va très certainement avoir un petit peu des solutions d'hébergement, notamment d'hébergement d'urgence, parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui sont, il faut le dire, SDF, quoi, donc pour lesquels il faut des solutions un peu d'urgence pour qu'ils puissent se loger rapidement. Et la grosse problématique qu'on a, nous, dans nos territoires, c'est l'accès au logement. Alors, pas forcément pour les mêmes raisons qu'en ville, c'est-à-dire sur les dossiers, les revenus, etc., mais parce que, tout simplement, il n'y a pas d'offre. Donc, nos territoires, ils sont pas du tout préparés, en fait, à accueillir une nouvelle population. Donc ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel j'essaie de militer auprès de nos élus locaux en ce moment, parce que je dis, aujourd'hui, on crée des envies chez les jeunes, et en fait, vous frustrez ces envies parce qu'il n'y a pas de solution, très concrètement. Et donc, on a pour l'instant pas développé, en tout cas, le logement. Alors, il y a peut-être des écoles qui auront un peu de logement, donc ça nous permettra de faire un peu de tests. Mais en tout cas, on l'a pas fait parce que il y a plusieurs raisons. Et la première raison, c'est qu'on voulait décloisonner en fait l'endroit travail, apprentissage et l'endroit vie. Donc, on a des jeunes qui, bon, soit habitent chez eux. Donc nous, on a, alors, bon, le département de la Haute-Garonne est assez étendu, mais en tout cas, voilà, on va de Toulouse à Saint-Gaudens, en gros, sur la ligne de train. Et du coup, on a des jeunes qui habitent chez eux et qui font l'aller-retour tous les jours, comme je le disais. On a des jeunes qui vont vivre sur place, alors soit par un réseau d'hébergeurs solidaires en fait qu'on a développé, puisque nous ça fait 18 ans qu'on est sur place, donc on a quelques connaissances. Donc il y a des gens qui prêtent ou qui louent à très bas prix une chambre de leur maison devenue trop grande après un divorce ou que les enfants soient partis. Et puis, on a aussi donc un réseau de propriétaires qu'on connaît, donc il y a des colocations qui se mettent en place, etc. Et en fait, c'est aussi un peu, alors c'est un choix qui a été subi au début, mais qu'on est quand même en train d'assumer et d'affirmer comme un choix. C'est celui que, en fait, on a des jeunes qui, pour certains, et pour beaucoup finalement, en fait, à 3PA, enfin, dans notre lieu, globalement, c'est un peu une bulle, et on se retrouve bien comme dans une bulle. Et le risque pour nous, c'est de dire que, ben, voilà, après avoir passé un an à vivre et travailler sur place, pour repartir, ça va être très compliqué. Et donc voilà, donc ce qu'on préférerait, c'est qu'ils créent leur propre bulle ailleurs, parce qu'il en faut plein des bulles comme ça. Et voilà, donc il y a aussi cette notion-là d'accepter qu'il y a un extérieur, parce que on peut se retrouver dans un milieu un peu surprotégé. Et voilà, un peu d'autonomie et de liberté dans tout ça. J'avais une question avant qu'on rentre à nouveau, sinon je décale à chaque fois sur les questions de modèles, de gouvernance, etc. J'en ai une dernière vraiment autour du projet, hein. Tu as parlé plusieurs fois de mixité et du fait que c'est quelque chose qui vraiment te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi? Parce que ça paraît pas forcément logique pour tout le monde déjà. Et puis ensuite, comment est-ce que ça se passe au jour le jour, justement, ces rencontres, en fait, de personnes qui finalement ne se connaissaient pas, mais sont Mm, plus ou moins, mm. euh, Oui, oui, voulaient en se fait, parler, ouais. c'est ça. Ben, en fait, quand j'ai créé la structure et puis surtout travailler avec les jeunes,
on a commencé en fait par, je disais, par les quartiers politiques de la ville, et notamment 2 quartiers à Toulouse, et avec des clubs de prévention. Et en fait, c'était des groupes de ces clubs de prévention, donc venant, issus et habitants dans ces quartiers, qui venaient en fait nous voir à la campagne. Et en fait, rapidement, ce qui s'est passé, c'est que il y avait cette notion de déconnexion qui était super intéressante, super importante, mais en même temps, il y avait quand même cette notion de l'effet de groupe, hein, on va dire. Donc, finalement, ils venaient aussi avec leurs problématiques à eux, bien à eux. Et, euh, et du coup, ben, en fait, exporter quelque part leurs problématiques et puis les tensions qui pouvaient être entre certains jeunes et les historiques en fait qui étaient là se déplacer finalement et exister toujours. Donc on a voulu casser ça justement en mettant en place cette mixité, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la, la, bon, c'est des grands mots, mais en fait, l'idée, c'est pas de re-ghettoiser, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on veut, nous, se départir du terme de jeune en difficulté, parce que, encore une fois, je crois qu'il n'y a pas un jeune aujourd'hui qui rencontre pas des difficultés dans son parcours. Et du coup, voilà, on voulait pas caractériser ces jeunes-là par des jeunes issus des quartiers, voilà, qui ont des problématiques telles et telles. Donc ça, c'est le constat de base qui a amené la mixité. Ensuite, deux choses sur le fait de la mixité. C'est peut-être deux petites anecdotes, hein, mais pour illustrer le fait, c'est que là, je me rappelle d'une discussion entre un jeune, justement, un jeune qui habite dans ces quartiers, et, euh, et un jeune en situation de handicap. Et du coup, une discussion se met de manière informelle, en fait, se met en place entre eux. Et du coup, ils parlaient eux-mêmes de leurs difficultés. C'est-à-dire que le jeune, voilà, issu des quartiers, disait, ben moi, voilà, j'ai connu la petite délinquance, j'ai connu des difficultés avec mes parents, etc., etc. Et de notre côté, le jeune en situation de handicap racontait son handicap, qui est l'encoprédie, bon, enfin, peu importe. Et du coup, on se rendait compte qu'il y avait une espèce de solidarité qui se créait en disant à l'autre, mais en fait, putain, la galère que tu es en train de vivre, elle est carrément pire que la mienne. Et en fait, les deux avaient énormément d'empathie par rapport à l'autre et aux difficultés que rencontrait l'autre. Et ça crée des richesses d'échanges hyper belles, puisque voilà, l'autre saisissant ce qui se passait a essayé de faire au mieux pour accompagner l'autre dans ses difficultés. Donc il y a cette notion-là dans l'aspect mixité. Et un deuxième exemple que j'ai, c'est une jeune Tessa qui voilà, en gros échec scolaire, en grosse difficulté, des problèmes d'addiction, enfin voilà, beaucoup de manque de confiance en soi, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer dans un parcours de vie, sauf qu'elle s'est découvert une passion et elle était très compétente en travail du bois. Et donc, elle a passé son CAP, et au cours de son CAP, on a accueilli un jeune qui était bac plus 3 ou 4, enfin bon, bref, qui avait un parcours de scolarité classique, on va dire, mais qui s'y retrouvait pas dans son parcours et dans le métier pour lequel on le formait, et qui avait envie d'apprendre à travailler de ses mains. Mais il était complètement gauche, hein, c'est-à-dire qu'il savait pas du tout tenir une visseuse, il savait pas tenir une scie, enfin voilà, il n'avait jamais voilà, cette départition entre le travail manuel et le travail intellectuel, c'est un de nos gros sujets, mais en tout cas voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue formatrice, puisque c'est elle qui lui a appris comment travailler, comment tenir sa scie, comment mesurer, etc. Et en fait, on peut même pas imaginer la fierté et l'effet, l'impact qu'a eu ce travail-là sur cette jeune-là en termes de valorisation. Et aussi pour le jeune diplômé, je vais dire, pour le caricaturer, de se rendre compte que ben voilà, on pouvait être en échec scolaire, mais être meilleur sur certaines compétences. Voilà un peu les deux exemples qui illustrent le truc. Et pour aussi peut-être un autre constat, c'est que depuis 10-15 ans qu'on fait ça maintenant, on n'a jamais eu, alors on a eu des tensions, hein, je vais pas dire de bêtises, mais on n'a jamais eu de bagarre. Donc il n'y a jamais eu de, voilà, les conflits se sont réglés de manière toujours, sans qu'on intervienne forcément, mais en tout cas toujours de manière entre les jeunes. Ok, bah, génial, bah, merci beaucoup pour ces exemples et cette illustration. Alors, si on reprend un peu la question de comment est-ce que ça fonctionne, ouais, effectivement, tu vois, par exemple, en tant qu'entrepreneur venant du milieu de l'entreprise, etc., la première chose que j'ai envie de te dire, c'est, OK, mais comment tu finances ça? Qui paye?
parce que franchement, le projet est extraordinaire, mais comment est-ce que tu arrives à le faire tenir, en fait? Ouais. Oui, oui, c'est une bonne question, et puis c'est légitime de se la poser, puisqu'on a tous des modèles économiques, hein, qu'on soit association ou entreprise, il faut bien vivre et payer les salariés. Et du coup, nous, en fait, on fait de la formation professionnelle. Donc aujourd'hui, notre plus gros financeur, ce sont les régions qui ont cette compétence-là, hein, donc dans le cadre de la formation professionnelle. Et à côté de ça, donc ça va être à peu près, on va dire, 60% de notre budget, hein, voilà. Et ensuite, à côté, on a plusieurs choses. Une des parties, c'est que dans nos formations, en fait, on produit concrètement, et donc la production qui est faite dans les écoles, elle est vendue ensuite à l'extérieur, principalement des collectivités, des particuliers, et des entreprises d'ailleurs aussi. Donc voilà, nous par exemple, le travail du bois, donc on va fabriquer du mobilier urbain pour des collectivités. Euh, à Paris, qui travaille sur les énergies renouvelables, alors ça c'est la petite anecdote, mais a fait une intervention pour les CRS, pour équiper les camions d'intervention de panneaux solaires. Donc t'imagines un peu les jeunes, voilà, qui sont délinquants ou en difficulté avec la justice, qui se retrouvaient à mettre un panneau solaire sur les cars de CRS. C'était assez cocasse comme situation, mais voilà. En tout cas, ça a été l'objet d'une prestation. Voilà, et donc chacun a un peu ses prestations. Donc ça va représenter, alors ça dépend un peu des écoles, mais entre 25 et 30% du budget, donc ce qui n'est pas rien. Et puis après, le reste, c'est du travail avec des fondations d'entreprises, ça va être du travail avec d'autres organismes financeurs, hein, les départements pour la prévention spécialisée, enfin, etc., etc. On a fait un choix, et ça, peut-être pour l'entrepreneur que tu es, du coup, ça fait un peu tiquer et tilter, mais c'est que, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que, alors, on s'est créé donc dans la région qui s'appelle la région aujourd'hui Occitanie, et la région Occitanie, dès le début du lancement de la première école en 2017, a cru au projet. Et ça, c'est pas donné à toutes les régions. C'est vrai qu'on a eu cette chance-là, que le projet a été pris au sérieux par la région dès le lancement de l'école Être à La Hage, mais a rencontré une énorme difficulté. C'est-à-dire qu'on avait un gros soutien politique, on va dire, sur le sujet. Mais après, comment on traduit le soutien politique en technique, en dossier, Hmm. concrètement, en sachant qu'on fait de la formation, de la transition écologique, de l'accompagnement de jeunes, de l'insertion, un peu de développement économique, puisqu'on fait de la vente, voilà. Donc en gros, on a passé 3 ans à passer de case en case, donc on passait de direction en direction, donc avec tout l'administratif, le fait de reconvaincre les services, le fait d'expliquer le projet, les services qui, à chaque fois qu'on présentait le projet, disent mais en fait c'est pas de la transition, vous faites de la formation, donc il faut aller voir le service formation, etc. Donc cette logique de silo des collectivités, là on l'a vécu en pleine face, hein, jusqu'à donc là principalement l'année dernière, puisqu'on a fini par signer une convention, jusqu'à arriver dans la direction formation qui était vraiment celle dans laquelle on se reconnaît aujourd'hui, puisque ce qu'on fait, c'est vraiment de la formation professionnelle, donc ça correspondait bien à ce qu'on voulait. Et la discussion avec, là pour le coup, les politiques et les services, c'est-à-dire que la formation, c'est un sujet qui est très encadré, et qui, aujourd'hui, à 95%, passe par des marchés publics, et donc des appels d'offres. Nous, pour tout dire, et c'est là où des fois je sais qu'avec mes copains entrepreneurs ça tique un peu, nous on a fait le choix de dire non, on veut rester sous le modèle de subvention. Alors ça pose des problématiques, hein, enfin des difficultés plutôt pour nous, pour notre modèle économique, puisque une subvention, ça veut dire qu'il y a au moins deux partenaires financiers et qu'il faut au moins 20% d'autofinancement. Alors qu'un marché public, c'est 100% puisque c'est une commande de la collectivité. Donc ça, c'est le côté complexe, on va dire, du montage, mais en même temps, euh, le sujet, c'était de dire que nous, on veut mettre en avant en fait ce modèle de subvention parce que ça reste à notre initiative. C'est-à-dire que c'est nous qui avons conçu le projet, c'est nous qui le proposons à la collectivité, alors qu'un marché public, c'est la collectivité qui passe une commande. Et donc, ça veut dire que le cahier des charges que nous, aujourd'hui, on développe pour les écoles Être deviendrait quelque part la propriété de la collectivité, et puis ensuite ferait un travail d'appel d'offres et de choisir alors le mieux disant, on dit aujourd'hui, mais c'est quand même 40%, c'est du prix, et donc ça veut dire le moins disant, au risque que finalement ce soit d'autres structures qui récupèrent le projet, même si ça, à la limite, moi intellectuellement, ça me dérange pas que d'autres structures le fassent,
mais avec quelle valeur derrière. Voilà. Mhm. Donc nous, on a fait ce choix de subvention qui était un choix un peu peut-être, alors pour moi politique, mais en même temps qui sur certains aspects nous met en difficulté parce que c'est un débat constant hein, avec les services, même avec l'aspect politique, parce que c'est pas le modèle classique. Et donc l'année dernière, on a signé une convention avec la région Occitanie qui dit que la région reconnaît en fait le dispositif des écoles de la transition écologique, qu'elle se donne un objectif de créer au moins une école par département à un horizon 5 ans, donc 13 écoles en région Occitanie, donc c'est pas rien, et que ça va se faire sur le modèle de subvention, puisqu'on a maintenant une ligne budgétaire dans le cadre des interventions de la région qui s'appelle École de la transition écologique. D'accord. Et alors, ben, pareil, j'ai deux, trois questions qui, effectivement, parce que, alors, c'est pas tellement que ça tique, mais ce serait plus moi, la peur que j'aurais par rapport au modèle subvention, c'est bah, tous les 5 ans, entre guillemets, quand ça change, qu'est-ce qui se passe? Oui, Pour l'avoir vécu là sur Albi aussi avec certaines assos qui, là, après les dernières municipales ou départementales, c'est bah, oh, ça a disparu, on ne sait pas pourquoi. Parfois c'est juste une erreur, parfois c'est purement politique. Et du coup, ce serait plus ça qui, ouais, me ferait dire parfois, tout à fait, comment est-ce que tout à fait. comment est-ce que tu gères ça? Non, ouais. Vas-y, pardon. Et puis après, la deuxième question qui est un peu liée, c'est plus, on va dire, au niveau de la technique du modèle de la subvention pour de la formation, parce que tu fais des formations professionnelles qui sont reconnues comme étant en fait un diplôme, en fait, hein. Tu vas former des gens qui sont des menuisiers, des réparateurs SIC, comme tu dis, etc. Comment est-ce que, parce que oui, comme tu dis, c'est pas vraiment normalement comme ça que ça fonctionne au niveau de la formation. Pourquoi c'est que la région? Pourquoi pas Pôle emploi? Pourquoi pas d'autres Ouais. euh, Oui, oui. organismes? Alors, sur la première question, alors moi j'ai eu pendant 3 ans une entreprise de bâtiment, donc voilà, qui était une entreprise classique, sauf qu'on faisait de la construction écologique, mais ça restait une entreprise avec une garantie décennale, etc. Et on travaillait avec des clients particuliers. Et bien franchement, avoir, je veux dire, un client, en tout cas un partenaire pour prendre des collectivités où il y a une visibilité de 6 ans, où il y a une vraie co-construction et où on se dit des choses et que, bon, on n'est pas toujours d'accord, hein, mais en tout cas, c'est de la négociation, mais du travail, et des clients particuliers qui rechignent à payer, qui mettent du délai, qu'il faut trouver 50 clients pour pouvoir avoir son marché, etc. Je je dis pas que c'est un modèle idéal, mais je dis que tous les modèles en fait Hmm. de structure budgétaire, elles sont compliquées de toute façon à gérer. Et donc effectivement, si la politique change, voilà, mais en même temps, c'est aussi le jeu de la politique, c'est-à-dire si quelque part on n'est pas un service public, mais on est un service d'intérêt général, on va dire. Donc si les électeurs décident que c'est plus de l'intérêt général que de faire de la formation pour des jeunes en difficulté autour des métiers de la transition, ben, c'est plus le cas, ben, on le fait plus. Donc ça c'est le premier sujet. Quoique quand même, il y a aussi pour le coup la volonté de diversifier les financeurs pour ne pas en dépendre que d'un, quoi. Ouais. Ça c'est un fait. Euh, et du coup, ça fait le lien justement avec la suite, c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui, nous on a beaucoup travaillé avec la région parce que c'était beaucoup, voilà, c'était aussi l'idée de montrer qu'on pouvait créer un modèle qui pourrait être aussi exporté dans d'autres régions, donc ça a été un gros travail. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a deux choses. Il y a ce travail effectivement avec Pôle Emploi qui se développe de plus en plus hein, sur la préparation opérationnelle à l'embauche. Et du coup, par effet de conséquence, beaucoup plus et de plus en plus avec les entreprises aussi en direct ou les branches professionnelles, à deux titres. C'est-à-dire qu'on a des secteurs d'activité comme les énergies renouvelables, par exemple, qui peinent à recruter. Donc nous, on dit, on va monter une formation avec vous pour pouvoir préparer des jeunes et des personnes à pouvoir travailler, être opérationnels dès l'entrée en entreprise. Donc ça, c'est un travail qui est fait donc communément entre l'entreprise et Pôle emploi. Et aussi un travail qui est initié avec les branches professionnelles pour dire, regardez, il y a des métiers qui sont émergents pour lesquels aujourd'hui on n'a pas de formation Hmm. existante. Et donc construisons ensemble les formations de demain. D'accord, où tu vas directement la créer des formations, donc ouais, Tout à qui est un fait, peu, ok, tout à qui fait. prend un an et demi, je sais plus. C'est ça, ouais, à Ouais, peu près. ok. Ah, ok, bah, écoute, merci, c'est hyper intéressant. Et alors, tu disais au tout début de la conversation qu'aujourd'hui, le réseau Être, c'est une fondation. Et du coup, chaque école du réseau vit comme une association, c'est ça?
comment est-ce que ça se passe au niveau de la gouvernance, des interactions entre les écoles, des échanges? Est-ce que tu Ouais. peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, pas simple là non plus de faire quelque chose. Bon, enfin, oui, je sais qu'on avait discuté la dernière fois que les questions de gouvernance étaient un gros sujet. Bon, c'est le côté pour moi le plus complexe entre justement la participation, on va dire, réelle et en même temps, dans nos vies d'entrepreneurs, on a quand même aussi des idées, des envies. Et donc, comment on embarque les gens là-dedans sans qu'ils se sentent floués, ça c'est bon. Voilà, c'est le gros sujet quotidien quasiment de nos projets. En tout cas, nous, ce qu'on a fait comme choix, c'est que de dire au départ, nous, on a mis 10 ans à créer notre projet, finalement, donc être qui est né de 3PA, a mis 10 ans à éclore. Et donc, nous, l'objectif, c'était de dire ben, comment on fait pour d'autres à leur faire gagner du temps. Le principe qui aurait été peut-être le plus simple pour nous, c'est de dire ben, on fait en propre, c'est-à-dire on va créer des succursales un peu partout en France, voilà, on va lever des fonds énormes et puis on va les monter ces succursales un peu partout en France. On n'a pas fait ce choix parce que moi, comme je disais, hein, je suis originaire d'un lieu, d'un territoire, je connais pas par cœur, mais je connais très bien mon lieu de vie, je connais les enjeux, les jeux de pouvoir, les partenariats qu'on peut développer. Et donc le pari qu'on a fait, c'est de dire ben, on va plutôt s'appuyer sur des gens qui sont ancrés sur leur territoire pour qu'ils puissent développer en fait le projet au sein d'une structure existante ou un porteur de projet qui montre qu'il est très ancré. Et donc le choix qu'on a fait, c'est un choix, alors juridiquement c'est pas tout à fait le bon, mais c'est on va dire de franchise sociale. Et donc, on a, nous, donc une charte, on a un principe de développement, on a un contrat d'objectif, et si tu veux, par exemple, monter sur ton territoire une école de la transition, il y a tout un parcours, je ne vais peut-être pas décrire entièrement, mais en tout cas, il y a tout un parcours avec des réunions collectives, un diagnostic territorial, etc., qui est fait, qui donne, et une incubation, qui donne ensuite lieu à un contrat d'objectif, un contrat de marque, qui permet ensuite de développer son projet. Et donc là, on est avec des structures indépendantes. Alors avec différents types de structures, on va avoir des structures associatives comme 3PA. Par exemple, dans les Deux-Sèvres, on a une association qui s'appelle la Colle Porteuse, qui fait, en gros, c'était assez drôle parce que d'ailleurs, ils ont une vie assez similaire à celle de 3PA, et donc qui fait à peu près la même chose et qui a développé finalement un projet école de la transition au sein de leur ensemblier quelque part de projets. Et on a aussi des porteurs de projets individuels, donc des gens qui avaient envie de développer un projet, mais qui ne savaient pas trop par quel bout le prendre et tout ça. Donc on leur donne un petit peu le cadre de ce que c'est une école de la transition, donc on les accompagne là-dedans. Et enfin, on a aussi des structures plus nationales ou importantes, je veux dire, enfin importantes en nombre en tout cas, ou en taille, qui vont se saisir des écoles de la transition écologique pour développer de nouvelles formations, pour proposer un nouvel accompagnement. Je donne là un exemple. En Vendée, par exemple, c'est une maison familiale et rurale. Donc c'est un réseau bien établi, mais c'est une maison familiale et rurale qui développe ça. On est en train de discuter avec les apprentis d'Auteuil, avec Léo Lagrange, enfin voilà, d'autres structures, Ok. pour pouvoir développer. Ce qu'on ne veut pas aujourd'hui, à ce stade en tout cas, c'est signer une convention avec le réseau national, puisque du coup, ça recréerait en fait le problématique d'ancrage territorial. Mhm. Voilà, donc franchise sociale. Donc il y a une cotisation hein, annuelle qui va au réseau. Et dans ce réseau, donc aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir un réseau qui a une gouvernance très resserrée. Donc on est très, très peu nombreux pour l'instant, parce que l'idée c'était de lancer en fait le projet. Et en gros de dire aux gens venez avec nous plutôt qu'on est tous ensemble, parce que moi j'ai trop vécu dans l'associatif depuis 20 ans les discussions qui durent des heures pour n'aboutir à rien sauf à une dispute sur des concepts. Donc là on a dit ben, on fait, et si vous êtes convaincus par ce qu'on fait, ben, venez avec nous, avec petit à petit l'idée d'intégrer euh, les structures et les écoles dans cette gouvernance. Donc là par exemple on a mis alors je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, puisque ça vient d'être lancé, mais qui est une espèce de conseil de surveillance, on va dire, un conseil de, D'accord. conseil de projet, où on a les assos qui vont nous dire, les écoles en fait, qui vont dire, voilà, bon, on discute notamment des partenaires, parce que je pense que ça sera un des sujets. Voilà, on a des partenaires très divers, donc certains qui peuvent porter à discussion. On a des choix sur voilà, les nouvelles formations qu'on a développées, sur
les méthodes pédagogiques, etc., etc. Et donc ça, on discute un petit peu de tout ça dans ce conseil-là. Donc ça, on va dire, enfin pour l'organisation globale, ça c'est une association en fait qui porte ce réseau, hein. Donc il y a, euh, il y a aussi des salariés donc, qui développent ça. Et en fait, en métastructure, on va dire, un peu au-dessus, qui est un peu garant euh, du projet et qui a aussi des fonctions, on a créé une fondation, donc la fondation Être, qui est sous égide de la Fondation pour la Nature et l'Homme, D'accord. et dont l'objectif, il y en a trois principaux, hein, qui sont l'aspect plaidoyer, puisque nous on dit on ne parle pas assez de ces métiers-là, il faut reconnecter l'intellectuel et le manuel, et il faut surtout prendre en compte que demain la formation va très certainement représenter le goulot d'étranglement de la transition écologique, c'est-à-dire on peut mettre des milliards dans les panneaux solaires, mais si on n'a personne de formé pour les entretenir, enfin les installer, les entretenir et les recycler, pourquoi pas demain, eh bien, ça servira à rien, donc il faut absolument former. Donc on a notamment réussi Et à c'est déjà le cas, intégrer. si je peux me permettre en plus, hein. Oui, c'est déjà le cas, ouais, tout à fait, absolument, absolument. Non, mais Dans le de toute façon, bâtiment, c'est ça. De toute façon, dans la formation, on est toujours à la traîne, on a toujours un temps de retard. Donc c'est voilà, c'est ce travail-là. Donc il y a ce travail de plaidoyer, et notamment dans les petites victoires. Alors on est quand même très fiers parce on est tout récent, hein, dans notre histoire. Mais dans la dernière loi climat, on a réussi à intégrer un article justement en disant, enfin nous on a dit, la formation n'est pas du tout prise en compte dans la loi climat, sauf deux articles qui étaient très très généralistes avec peu d'implications, mais nous on a fait rentrer cet article en disant, voilà, en gros ce que je disais là, de dire il faut agir contre ce potentiel goulot d'étranglement, et il faut peut-être s'intéresser à ce que fait les écoles de la transition écologique pour pouvoir développer cette formation. Donc on était assez fiers donc, dans cet aspect plaidoyer. On a un aspect recherche de financement, hein, puisqu'on va, du coup aussi, l'idée c'est que quelque part on aille chercher des financements de manière plus importante, puisqu'en réseau, euh, on est un peu plus fort, et c'est un peu plus facile d'aller discuter avec les ministères, avec les grosses fondations, etc. Et enfin, on a un troisième volet qui est conseil scientifique, parce que on a l'impression que ce qu'on fait, en tout cas, fonctionne, mais c'est plutôt une impression empirique. Et donc là, on veut en donner un corps aussi scientifique. Et donc, on développe tout un tas de recherches scientifiques avec un conseil scientifique pour valoriser un peu et mettre en avant les résultats de ce qu'on fait. et sur la partie pédagogique, notamment au niveau du conseil Tout à fait. scientifique? Ouais, Ouais. ok. Il y a plusieurs niveaux. Alors là, on est plutôt en train de travailler sur la transformation des compétences. Donc avec justement quels sont les métiers qui sont impactés de fait par la transition écologique. Il y a des travaux qui sont faits mais qui datent un peu maintenant. Et puis le ministère de la Transition a perdu pas mal de moyens sur ces questions-là. Donc les études sont un peu moins à jour, et donc voilà, il y a un gros travail de mise à jour un peu à faire sur ces questions-là. Et aussi, alors ça c'est un autre volet qui m'intéresse, mais tu auras compris qu'il y a beaucoup de volets qui m'intéressent. Mais c'est aussi le travail avec les entreprises, c'est-à-dire à dire, en gros, nous, on crée enfin on crée, en tout cas on accompagne, et on a des jeunes qui en sortie de chez nous vont devenir, pas militants, mais en tout cas qui vont avoir des exigences par rapport aux valeurs qui vont être développées dans l'entreprise et dans leur métier. Et du coup, nous, on dit aux entreprises, mais aussi peut-être si vous avez du mal à recruter, c'est que vos métiers, ils sont pas sexy, quoi. Hmm. Et donc, intégrez-y ces questions de transition écologique, intégrez-y cette notion de pluralité dans les fonctions. Enfin voilà, on essaie petit à petit. Alors c'est très modeste évidemment aujourd'hui, mais en tout cas, on a des entreprises qui commencent un peu, avec qui on commence à discuter sur ces volets-là, c'est-à-dire aussi comment on transforme de l'intérieur quelque part les métiers et les compétences pour qu'elles soient plus raccord avec la transition écologique, au-delà de juste voilà, coller un nouveau nom, je sais pas quoi, un Reaper, devenir Hmm. agent d'économie circulaire, quoi. Voilà. Oui. C'est- Bah, écoute, c'est super, ça donne vraiment très très envie en tout cas. J'essaierai de passer si c'est possible Ouais, à avec Lange. plaisir. C'est pas très très loin de chez moi en plus. Et puis bah, Frédéric, je te remercie vraiment infiniment pour ton temps, tes explications et ton éclairage sur le fonctionnement de 3PA et du réseau Être. Et je te souhaite sincèrement et de tout cœur bon courage pour la suite. Ben, un grand, grand merci.